Salut! Dans cette vidéo, je te propose de découvrir avec moi les 5 inconvénients de la vie d'indépendant que j'ai pu recenser durant mes 5 années d'expérience. Et comme ça, je me dis que grâce à cette vidéo et celle que j'ai déjà fait sur les avantages, tu auras toutes les infos nécessaires pour déterminer si oui ou non tu as le profil et l'envie pour devenir freelance. C'est parti! Personnellement, mes premières difficultés en tant que freelance ont concerné le logement. Tout simplement pour trouver une location à mes débuts, ça a été un peu délicat de monter un dossier avec des documents et des justificatifs qui inspirent confiance, que ce soit aux agences ou aux propriétaires, parce qu'on n'a pas encore tous les bilans et tous les documents qui permettent d'attester qu'on est fiable, qu'on aura des revenus réguliers du coup sur le long terme et qu'on est à l'aise financièrement. Et c'est pourquoi les propriétaires préfèrent généralement choisir un CDI, même s'il va avoir un salaire un peu en dessous, mais qui aura cette stabilité et qui normalement ne devrait pas avoir de problème pour payer un loyer de façon régulière. À noter que pas mal de propriétaires souscrivent à une garantie loyer impayé, donc qui leur permet de se protéger tout simplement face aux personnes qui ne paieraient pas. Je crois que c'est quand même de l'ordre de 50 à 60% des locations au global, donc c'est quand même assez conséquent. Et du coup, l'organisme qui gère cette garantie-là est quand même assez frileuse. Donc les critères de sélection sont quand même un peu plus sévères et les documents demandés sont un peu plus approfondis. Donc il y a quand même des chances que ça ne passe pas à ce niveau-là, même si vous avez un accord avec le propriétaire. Mais malheureusement, s'il souhaite du coup cette garantie-là, ça peut bloquer. Comme tu l'imagines, ces difficultés-là, on va les retrouver également sur l'achat d'un logement. Donc que ce soit une maison, un appartement, si tu veux passer par un crédit et donc par des banques, il va te falloir en général 2 à 3 années d'ancienneté. C'est assez difficile à négocier et en tout cas, c'est sûr qu'en dessous de 1 an, c'est vraiment délicat. Donc je te conseille pas de passer freelance si tu veux acheter tout de suite. Surtout que tu verras qu'il y a pas mal de simulateurs même qui ne sont pas faits pour être utilisés par des freelances, vu qu'il n'y a même pas la case à cocher. Donc c'est-à-dire qu'on est encore un petit peu en retard en France là-dessus, sur la compréhension du statut. Et donc mon conseil, c'est que si tu cherches un appartement, que ce soit pour louer ou pour acheter, reste peut-être en tant que salarié pour le moment. Si tu vises une reconversion plus tard, attends peut-être cette stabilité en termes de logement et tu pourras switch plus tard. Le deuxième inconvénient, il est super simple, c'est juste que si ton client décide de couper les budgets pour une raison ou une autre, en général, celui qui saute, eh ben, c'est le freelance, ou l'externe plus généralement. Mais du coup, c'est quand même la dépense la plus facile à arrêter pour eux, même si tu as un préavis en général de 1 mois minimum sur des missions longues. Il ne faut pas trop t'habituer au confort d'une société ou d'une mission, parce que tu n'as pas non plus cette sécurité ultime comme un CDI. Et donc, il faut rester au courant de ce qui se passe, il faut rester disponible sur le marché pour retrouver assez rapidement derrière d'autres missions. Mais du coup, il va falloir faire davantage d'entretiens aussi potentiellement. Bon, même si les salariés, ils en font quand même beaucoup des entretiens à l'entrée de, de chaque poste, nous, ça va pas être autant par poste, mais plutôt un petit par-ci par-là. En général, un entretien suffit à décrocher une mission quand vous avez les compétences et que vous savez vous vendre. Ça, c'est quand même une deuxième condition, c'est qu'il faut savoir se vendre tout simplement, avoir envie de montrer ce qu'on sait faire. Mais du coup, si vous n'êtes pas trop familier avec le fait de retrouver des missions, le fait de faire des entretiens, etc., c'est sûr que ça complique un peu les choses pour un freelance si vous ne savez pas vous vendre et que vous avez envie de stabilité et de confort. Un autre point qui va concerner les revenus cette fois-ci, parce que du coup on a parlé de rémunération en freelance dans mes précédentes vidéos en disant que c'était très confortable et c'est totalement le cas, mais il faut quand même avouer qu'il y a une certaine irrégularité, notamment au début de votre activité, que ce soit parce que vous enchaînez des petites missions et donc c'est pas encore pleinement lancé, ou que vous ayez une mission longue mais qu'il y ait des délais de paiement un petit peu élevés, donc soit 30 ou 60 jours, ce qui arrive des fois, même si moi j'avoue je n'accepte pas ces conditions-là, donc je négocie tout le temps en dessous de 30 jours, mais du coup ça peut forcément impacter votre trésorerie et donc vos finances personnelles, vu que c'est intimement lié. Ce qui est pas mal, c'est que du coup ça vous fait travailler un peu de votre gestion de trésorerie et donc votre gestion de l'argent au global dans la vie, donc c'est toujours une bonne compétence à prendre, mais je me rends bien compte que ça peut être une difficulté pour certains, surtout au lancement, si vous n'avez pas beaucoup d'épargne de côté, il faut faire attention à ce point-là. Ce quatrième point va s'adresser directement à tous les phobiques de l'administratif, donc soit remplir des formulaires, signer des papiers, etc. C'est clair que personne n'aime ça. Il faut avouer quand même que pour l'auto-entrepreneur, j'ai trouvé ça assez simple. Donc évidemment, c'est toujours plus que si vous ne faites rien, ça on est bien d'accord. Mais pour se lancer, etc., je trouve ça assez simplifié. Donc c'est une contrainte, mais elle n'est pas non plus énorme. Elle est surmontable largement.
Je vous ferai évidemment une petite vidéo pour tout savoir sur cette déclaration de A à Z, avec toutes les petites cases à cocher, toutes les petites optimisations qu'il faut faire dès la création de votre auto-entreprise. Et donc si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner, comme ça au moins tu es sûr de pas la rater. Mais revenons à nos moutons quand même, parce qu'on a évoqué l'aspect administratif qui est certes chiant, mais totalement surmontable. Et il y a aussi l'aspect comptabilité qui rentre en ligne de compte. Donc là, je vous vois paniquer à bord derrière vos écrans, oh non pas la compta, etc. J'avoue que personne n'a envie d'en entendre parler, mais c'est quand même super simple en auto-entrepreneur. Moi, personnellement, j'avais sur mon téléphone un bloc-notes qui avait le chiffre d'affaires mensuel par ligne, mais j'avais juste à le rentrer une fois par trimestre sur l'URSSAF et une fois tous les 6 mois pour la TVA. Et donc, franchement, c'est jouable. Pour n'importe qui, c'est jouable. En société, c'est un peu différent parce que là, du coup, on paye quelqu'un pour le faire à notre place et il y a quand même beaucoup de petites dépenses par-ci par-là, donc on est bien content de, de le laisser à quelqu'un d'autre. Et c'est de l'ordre de 100 euros par mois à titre personnel, donc quand vous prenez un comptable en ligne. Sinon, les comptables physiques sont un peu plus chers, mais vous avez peut-être un peu plus de proximité avec vos comptables. Donc voilà, on est bien d'accord que à la fois l'administratif comme la comptabilité, c'est quelque chose qui fait pas rêver grand monde et dont on a rarement envie d'entendre parler quand même. Mais au moins, ça fait office de barrière qui bloque pas mal de gens à l'entrée, honnêtement. Donc si toi, tu as la motivation et la détermination pour te dire, allez, c'est pas grave, j'y vais quand même, on tente l'aventure, je pense que tu ne regretteras pas. Et le dernier inconvénient pour moi dans la vie d'un indépendant, ça va être tout l'aspect santé, parce que évidemment c'est un point ultra important, ça on est bien d'accord, mais du coup on va être un petit peu moins bien couvert en tant que freelance, notamment sur tous les congés maladie dont on n'aura pas l'occasion de bénéficier, vu que si on ne travaille pas, on n'est pas payé, hein, tout simplement. Donc ça c'est voilà, quelque chose à prendre en compte, surtout si vous avez déjà des petits soucis de santé, c'est peut-être pas la meilleure solution de passer freelance maintenant. Tu as bien entendu la possibilité de souscrire à une complémentaire santé, à une mutuelle, à une prévoyance, etc., par tes propres moyens. Donc c'est clairement quelque chose que je te conseille, hein. D'ailleurs, si tu passes en freelance, ça permet d'avoir une sécurité et d'avoir au moins de quoi se soigner et des petits revenus réguliers si tu as le moindre pépin physique. Donc c'est quand même primordial de ne pas avoir tous les tracas, de se dire à tout moment tout peut basculer. Au moins tu as cette sécurité-là et c'est clairement ce que je te conseille. Et donc là, normalement, tu finis la vidéo, tu as vu tous ces inconvénients, tu te dis mais quel est l'intérêt du coup de passer en freelance? N'en dis pas plus, j'ai exactement ce qu'il te faut. J'ai fait une vidéo sur les 5 avantages selon moi de la vie en freelance. Elle s'affiche juste ici, donc tu as juste à cliquer sur la petite vignette et tu auras toutes les infos. Et sinon, je t'invite également à t'abonner et à mettre un petit like qui me soutient énormément. Et on se retrouve très vite. Salut!